Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire CAP sur la durabilité en actualité 2024. Alors je suis Patrick Cohen, consultant senior manager au sein du cabinet Actuelia, au sein duquel je travaille depuis 8 ans maintenant, et je serai accompagné pour ce webinaire de Ilan et François. Bonjour à tous, je m'appelle Ilan Asseyag, je suis consultant senior au sein du cabinet actuel aussi. Je travaille sur divers sujets réglementaires et de durabilité. Et je vais laisser François se présenter. Bonjour à tous. Donc moi, c'est François Chambon. Je travaille au cabinet depuis maintenant 3 ans sur des sujets actuariels divers et en particulier là, récemment sur des sujets réglementaires en lien avec la durabilité, comme l'accompagnement à la rédaction des rapports article 29 et encore plus récemment dans l'accompagnement vers la mise en conformité euh, avec la directive CSRD. Exactement, comme l'a dit François, au sein du cabinet actuel, on travaille sur ces sujets depuis 2 ans maintenant. Alors, juste pour rappeler, le cabinet actuel, c'est un cabinet de conseil en actuariat d'une quarantaine de collaborateurs. On a un bureau qui est situé à Paris, un autre à Strasbourg. On a également une antenne au Maroc. C'est un cabinet qui a 10 ans et on accompagne les organismes d'assurance sur les sujets réglementaires, techniques et de gestion des risques. On fait également des formations. Et depuis 2 ans, on travaille sur les sujets de durabilité, donc soit à travers des analyses d'actifs, soit la mise en place de tests climatiques, soit, comme l'a dit François, à travers l'accompagnement sur la rédaction de rapports. On réalise également des mémoires sur ces questions de durabilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans le chat. On prendra quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, l'objectif du webinaire de ce matin, il est un peu multiple. Dans un premier temps, on va rappeler le contexte et pourquoi la durabilité, c'est un enjeu croissant. Ensuite, on s'intéressera plutôt à la CSRD et en quoi elle va impacter un nombre grandissant d'organismes d'assurance et comment s'y préparer. Et on terminera par un petit horizon des actualités à venir, parce qu'on va voir que prochainement, même d'ici quelques semaines seulement, les organismes d'assurance vont devoir produire des indicateurs réglementaires liés à la durabilité, même dans le cadre des remises entre guillemets QRT de solvabilité. Voilà, donc on va démarrer. Donc la première partie donc, sur la durabilité. Alors, si on explique de manière assez schématique le contexte et la problématique. Donc, on vit tous sur la même planète, la Terre, qui est animée en énergie par le Soleil. Le Soleil, son énergie, elle est d'une part absorbée par l'atmosphère, d'autre part réfléchie par celle-ci, et donc on a une partie qui est absorbée par la planète. Cette énergie, elle vient réchauffer la Terre et comme tout corps chauffant, la Terre émet ensuite un rayonnement électromagnétique invisible, ça s'appelle les rayonnements infrarouges. Et ces rayonnements infrarouges, quand ils sont réfléchis vers l'atmosphère, eh ben, ils conduisent à la création de gaz qui s'appellent les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est entre guillemets le cycle naturel de production des gaz à effet de serre. Ce qu'on a vu depuis les révolutions industrielles et finalement l'accroissement des technologies, c'est qu'en plus de cette émission de gaz à effet de serre naturelle, on a une émission qui est d'origine humaine et qui conduit à une dérégulation finalement de cet équilibre climatique. En effet, l'atmosphère, c'est elle qui nous permet d'avoir un environnement viable et le renforcement des gaz à effet de serre, ça conduit à avoir une température qui est plus importante et donc à une dérégulation de la température, mais plus globalement de toute la biodiversité. En termes d'impact assez concret, on se souvient que l'année 2022, ça a été l'année la plus chaude en France. L'année 2023, la deuxième année la plus chaude. Si on regarde depuis les années 1920, on voit que en Europe, c'est le graphique qu'on voit sur la gauche, on a sans cesse une hausse des sinistres catastrophes naturelles.
Et quand on regarde les estimations d'évolution en termes de coûts qui avaient été produits par François Assureur dans un rapport en 2022, dans ses estimations d'évolution de coûts à horizon 2050, on voit qu'on a une hausse très importante qui est attendue pour les sinistres, sécheresse et inondations. Dernier fait en date, on peut parler de la hausse des surprimes catastrophes naturelles, avec une hausse de 8% qui a été publiée au journal officiel fin décembre et qui sera effective à partir du 1er janvier 2025. Alors concrètement, face à cette problématique, qu'est-ce qui est fait? Alors on va voir que l'Union européenne, elle a mis en place un accord et des textes de loi. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, attention, l'Union européenne, ce n'est pas le premier producteur de gaz à effet de serre dans le monde. Devant, il y a la Chine, les États-Unis et l'Inde. Et si on prend l'exemple de la France, ce n'est pas non plus le premier producteur de gaz à effet de serre en Europe. Il y a par exemple l'Allemagne qui est devant. Par contre, le cadre qui va être défini au niveau européen, disons que c'est une cible, un cadre de référence pour répondre à cette problématique environnementale. Donc, si on doit retenir quelques dates clés, en 2016, on a l'accord de Paris qui vient fixer un objectif concret de limitation de la hausse de la température. Donc, grosso modo, on ne peut pas dépasser plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour ce faire, en 2019, il y a eu la mise en place d'un pacte vert européen qui vise à atteindre une neutralité carbone à horizon 2050. On comprend bien que l'objectif, c'est de réguler cette production de gaz à effet de serre. Et pour ce faire, l'Europe, elle s'est dotée d'un outil qui s'appelle la taxonomie. Alors, la taxonomie, c'est un outil de classification des industries au niveau européen. Donc, il y a à peu près une centaine d'industries qui sont couvertes par cette taxonomie. Les industries qui sont couvertes, elles s'appellent des industries qui sont éligibles. Et on va voir que dans la taxonomie, on a des industries qui sont éligibles, habilitantes, transitoires ou durables. Pour qu'une industrie qui est couverte par la taxonomie, elle soit qualifiée de durable, il faut qu'elle satisfasse un des 6 objectifs environnementaux. Donc, les objectifs environnementaux qui sont définis dans la taxonomie, c'est l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la protection des ressources marines et de la biodiversité, la réduction de la pollution et la transition vers une économie circulaire. Donc, pour qu'une activité elle soit durable, il faut que dans le même temps, elle ait un impact significatif sur un de ces 6 objectifs et que dans le même temps, qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur les 5 autres, tout en garantissant les minima sociaux. Alors, ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que finalement, ces enjeux environnementaux, ils ont un impact direct sur finalement notre mode de vie et donc sur les questions sociales. Et pour arriver, entre guillemets, à mettre en place ces projets, on a besoin de gouvernance efficace. Donc, les briques environnement, enjeux sociaux et enjeux de gouvernance, ESG, elles sont liées en sachant que dans les enjeux sociaux, on va aller plus loin que les seuls impacts environnementaux. On va aussi traiter de l'équilibre, par exemple, des genres, hommes-femmes, des du bien-être au travail. Et donc, on ne va pas se limiter aux impacts environnementaux. La question qu'on peut se poser, une fois qu'on a dit ça, c'est au niveau des organismes d'assurance, où ça va se traduire. Alors, au niveau des organismes d'assurance, ça va se traduire à 2 endroits. D'une part, à la manière de financer leurs engagements, c'est-à-dire au niveau des placements qui sont mis en face des engagements pour les honorer. Et ces investissements, ils financent de manière plus ou moins directe les autres industries. C'est pour ça que depuis 2 ans maintenant, les gestionnaires d'actifs et les banques vous fournissent des informations sur le caractère environnemental des placements. Donc ça, c'est pour l'actif, entre guillemets. Et l'autre domaine où ça va se voir, ça va être plutôt au niveau même de l'activité d'assurance, parce qu'on a dit que la taxonomie, elle couvrait presque une centaine d'activités économiques.
Et dans cette centaine d'activités économiques qui sont couvertes, il y a les activités d'assurance et par exemple les activités de dommages automobiles, de dommages aux biens ou d'assistance, c'est des activités qui sont qualifiées d'habilitantes. Alors, une activité habilitante, c'est différent d'une activité qui est durable. Pourquoi? Parce qu'une activité habilitante, c'est une activité qui va permettre à une des autres industries qui est couverte par la taxonomie de passer de éligible à durable. Pour que l'activité d'assurance elle soit qualifiée d'habilitante, il faut qu'elle démontre une contribution à un des objectifs climatiques qui est l'adaptation au changement climatique. Donc, à travers la prise en compte des risques climatiques dans les tarifs et la construction des produits. Et on se souvient, à chaque fois, on ne doit pas porter préjudice à un des autres objectifs. Et en l'occurrence, ce qui est souligné dans la taxonomie, c'est pas de porter préjudice à l'atténuation du changement climatique en promouvant des activités qui vont être contraires à l'atténuation du changement climatique. Donc, l'activité d'assurance, elle est touchée à deux endroits, à travers ses placements et son activité. Par contre, jusqu'à maintenant, la communication de ces indicateurs, elle était assez disparate. Pourquoi? Parce que depuis 2017, on a les organismes les plus importants, donc de plus de 500 salariés et de plus de 100 millions d'euros de taille de bilan ou de chiffre d'affaires, qui devaient réglementairement produire un rapport sur ces éléments extra-financiers. Mais ça ne concernait pas donc l'ensemble des organismes. Deuxième élément, depuis août 2022, l'ensemble des organismes d'assurance assujettis à Solvabilité 2 doivent intégrer ce risque de durabilité à leur système de gestion des risques. Par contre, il n'y a pas de reporting standardisé qui est attendu sur la manière d'appréhender ce risque de durabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, depuis août 2022, au sein des organismes d'assurance, on peut trouver l'appréhension de ce risque de durabilité soit à travers une analyse des placements, soit même à travers la réalisation de stress tests climatiques dans le cadre de l'ORSA. Mais il n'y a pas de format standardisé imposé pour l'ensemble des organismes. Depuis janvier 2023, les organismes d'assurance vie, par contre, ils doivent publier le rapport article 29 loi énergie-climat et les organismes qui, en plus d'avoir un agrément d'assurance vie, proposent des produits d'investissement, par exemple tous les organismes d'assurance qui ont des activités d'épargne, ils vont devoir en plus faire une déclaration sur les investissements qui sont mis en place. Donc, c'est important de comprendre qu'au niveau des organismes d'assurance, on était touché à deux endroits, les actifs et l'activité d'assurance, et que depuis 2017, on a des exigences de reporting qui sont différentes selon, d'une part, la nature de l'activité, donc obligatoire pour les agréments vie, aussi qui dépend de la taille des organismes. Depuis 2017, c'était uniquement les plus grands organismes qui étaient touchés, et sans format imposé pour la majeure partie des organismes d'assurance, c'est-à-dire dans Solvabilité 2, c'est un peu à la charge de chacun d'expliquer ce qu'il a mis en place. Seulement voilà, depuis cette année, il y a une autre directive qui devient effective, qui va avoir une application croissante dans le temps et qui va toucher un nombre croissant d'organismes d'assurance. C'est la directive CSRD. Et je vais maintenant laisser la parole à François pour nous décrire l'objectif, les enjeux et comment on peut se préparer au mieux à cette directive. Merci Patrick pour ce tour d'horizon des problématiques d'actualité liées à la durabilité et qui viennent s'ajouter aux enjeux propres du secteur de l'assurance. Donc, comme vous l'a dit Patrick, je vous propose d'effectuer un zoom sur la directive CSRD. Donc, c'est une norme d'intérêt majeur aujourd'hui européenne qui vise finalement à renforcer et à étendre les exigences de communication extra-financière aux entreprises européennes, en tout cas aux plus grandes entreprises européennes.
Alors, elle fait partie d'un ensemble plus large d'initiatives qui visent à promouvoir la durabilité et la transparence au sein des entreprises européennes, comme vous l'a dit Patrick. Donc, la directive CSRD, c'est une directive européenne qui a été transposée en droit français en décembre 2023. Alors, pour la petite histoire, donc la France a été le premier pays à transposer en droit national cette directive européenne. Et concrètement, les objectifs de cette directive CSRD, c'est d'avoir en fait une amélioration de la qualité et de la cohérence des informations qui sont intégrées au sein des rapports de performance extra-financière et surtout de renforcer la comparabilité des indicateurs, des informations entre toutes les entreprises européennes. L'objectif, c'est de tenir compte également des évolutions des préoccupations en matière de durabilité et aussi de rendre les rapports publics plus utiles et plus parlants pour les parties prenantes, donc à savoir le public et les régulateurs. Donc concrètement, la CSRD, déjà, elle va étendre le périmètre d'application d'une rédaction de rapports extra-financiers qui d'abord était uniquement destinée aux plus grandes entreprises européennes, donc qui étaient soumises à la DPEF. Et maintenant, on va avoir d'autres entreprises moins importantes, de taille moins importante, qui vont être soumises également à cette directive CSRD. Donc ça, on va le voir dans la suite du webinaire, l'ensemble des entreprises qui vont être assujetties à cette nouvelle directive. Au niveau maintenant des modalités du reporting, alors elles vont prendre majoritairement la même forme que celle de la DPEF, c'est-à-dire qu'on va devoir rédiger une partie dédiée au sein d'un rapport de gestion ou d'un rapport annuel assimilé. Et en fait, les informations, elles vont être obligatoirement publiques et mises en ligne sur la page Internet de l'entreprise. Alors, sous un format particulier, qui est un format HTML et qui va permettre de en fait, pouvoir transmettre les informations extra-financières de façon plus fluide dans les canaux européens. Au niveau maintenant d'une nouveauté de cette directive européenne en matière de reporting, on a le contrôle de la publication qui va être effectué. Et alors, il va être effectué par ce qu'on appelle des organismes tiers indépendants, des OTI, qui peuvent être par exemple des contrôleurs légaux des comptes, des cabinets d'audit qui vont être certifiés par l'État en ce sens, donc dans un statut particulier d'auditeur en matière d'information extra-financière, notamment accrédités par le COFRAC, et qui vont être également supervisés par la haute autorité de l'audit. Donc, ils vont avoir une feuille de route très précise, très détaillée sur les modalités d'audit de ce rapport CSRD. Maintenant, si on parle d'un concept très important qui a été, on peut le dire, en quelque sorte introduit par la directive CSRD, c'est le principe de double matérialité. Alors concrètement, le principe de double matérialité, qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, en fait, l'entreprise au sein du rapport, elle devra communiquer sur deux types d'éléments. D'une part, des éléments qui font référence à ce qu'on appelle à la matérialité financière, c'est-à-dire toutes les informations, tous les éléments qui, en fait, ont un impact matériel sur l'activité de l'entreprise, sur la performance de l'entreprise. Et d'un autre côté, ce qu'on appelle la matérialité d'impact, c'est-à-dire, en fait, les impacts de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise sur toutes les parties prenantes externes, sur tout son environnement extérieur. Et ça, finalement, cet objectif de double matérialité, en fait, pourquoi il a été introduit? En fait, l'objectif, c'est de garantir que le rapport est équilibré, c'est-à-dire qu'il va en fait il va répondre aux questions pertinentes de l'entreprise et des parties prenantes externes. L'objectif, c'est d'avoir une image complète et transparente de la performance durable de l'entreprise. Donc maintenant, si on regarde à l'international, est-ce que ce principe de double matérialité, en fait, existait déjà? Mais en fait, lorsqu'on regarde les normes IFRS en matière
de déclaration extra-financière, donc les IFRS 1 et 2, ainsi que les normes GRI qui sont utilisées aux États-Unis. En fait, on voit que dans ces deux lots de normes, on a uniquement la matérialité financière, c'est-à-dire en fait l'impact des parties prenantes extérieures sur les propres activités de l'entreprise. Et en fait, on n'avait pas de matérialité d'impact qui était imposée dans ces normes. Donc, c'est vraiment un geste fort des instances européennes d'incorporer cette matérialité d'impact dans le rapport de performance extra-financière. Donc, pour en fait construire le rapport CSRD, il va falloir standardiser les éléments pour avoir une comparabilité plus importante. Et en fait, cette standardisation, elle va passer par des normes qu'on appelle les normes ESRS, qui ont été publiées et adoptées. Et donc, on a un premier lot de normes qui vont pouvoir en fait aider, guider les entreprises à en fait publier, communiquer sur certains éléments. Donc, on voit à l'écran qu'il va y avoir dans le premier lot de normes qui a été publié un certain nombre de SRS, des ESRS qu'on va appeler transversales et ensuite des ESRS qu'on va appeler thématiques sur l'environnement, sur les enjeux sociaux et de gouvernance. Alors, à savoir que ce premier lot de 12 normes, c'est ce qu'on appelle un lot de normes transsectorielles, c'est-à-dire que toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, l'agroalimentaire, la pétrochimie, l'assurance, voilà. Et elles devront communiquer sur ces 12 normes, en sachant que des lois spécifiques au secteur d'activité, comme par exemple le secteur d'activité des entreprises financières, donc les banques et les assurances. Donc, il y aura des normes qui vont être publiées dans l'année 2024 ou dans l'année 2025 pour une application sous un horizon plus lointain. Donc, en fait, ces normes, si vous voulez, vous allez devoir les étudier pour, en fait, évaluer les critères sur lesquels vous allez devoir publier. À savoir que dans les normes transversales, vous allez être, en fait, obligé de communiquer sur l'ensemble des éléments qui sont rassemblés, tandis que sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance, en fait, vous allez publier uniquement si votre analyse de matérialité le demande, c'est-à-dire si vous avez identifié des éléments pertinents dans ce qu'on appelle les exigences de divulgation qu'on va vous montrer par la suite. Donc, ce jeu de normes, il existe et en fait, l'objectif, c'est d'avoir une approche sur comment y répondre. Alors, on vous a mis une sorte de plan qui pourrait permettre de répondre de façon transversale à l'ensemble des thématiques que vous avez vues sur le slide précédent. À savoir que dans le rapport CSRD, vous allez devoir communiquer sur les éléments qui touchent à la gouvernance de l'entreprise, mais également à l'ensemble des stratégies, donc des politiques qui sont mises en œuvre au sein de l'entreprise au jour le jour pour gérer ce qu'on appelle les IRO, les impacts, les risques et les opportunités que vous allez devoir identifier à l'aide de votre analyse de double matérialité et que vous allez devoir décrire et détailler à l'aide de métriques et d'objectifs qui, là aussi, devront être détaillés et qui devront se conformer à un certain nombre de critères qui sont donnés, on va le voir, par les FRAG. Donc, pour vous donner un aperçu, tout d'abord les normes transversales, donc il y en a deux, le SRS 1 et le SRS 2. Donc ces deux normes transverses, en fait, elles vont porter sur, comme leur nom l'indique, des informations générales. Au niveau de la première norme, elle va surtout s'attacher à finalement communiquer sur votre analyse de matérialité et de double matérialité, puisqu'en fait, il faudra communiquer un tableau qui va récapituler tous les résultats de votre analyse de matérialité, donc tous les sujets sur lesquels vous allez potentiellement communiquer dans la suite du rapport. Au niveau de la deuxième norme ESRS, le SRS 2, en fait, elle va détailler les informations que vous devrez nécessairement publier, notamment le modèle d'affaires de l'entreprise, la stratégie générale, la chaîne de valeur, etc. Je vous propose maintenant de passer à un aperçu un peu global des ESRS thématiques qui ont été publiés et qui sont transsectoriels, je le rappelle. Dans ces ESRS, vous avez donc des ESRS environnementales, sociales et de gouvernance
Et vous voyez, en couleur plus pâle, vous avez ce qu'on appelle des exigences de divulgation, donc des sortes de sous-thèmes qui vont en fait détailler finalement tous les critères quantitatifs et narratifs sur lesquels vous allez devoir communiquer. Alors, à savoir que pour les ESRS thématiques, que vous voyez à l'écran, c'est l'analyse de double matérialité que vous allez réaliser qui va déterminer sur quels critères ESRS vous allez devoir communiquer. Donc, en fonction du résultat de cette analyse, les critères que vous avez identifiés comme pertinents, sur lesquels il est judicieux de communiquer, vous allez devoir les intégrer. Donc, par là, on a une certaine liberté qui est laissée à l'entreprise, mais qui devra être justifiée via le contrôle des OT. Concernant maintenant le SRS numéro 1 sur le changement climatique, en fait, c'est le concept de preuve inversée qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir prouver que vous n'êtes pas concerné par ce volet climat pour ne pas communiquer sur les sujets et les sous-sujets liés à cette ESRS E1. En pratique, ça sera difficile, voire presque impossible que les entreprises ne communiquent pas sur ce volet, puisque la plupart des activités de l'entreprise conduisent à émettre des gaz à effet de serre. Maintenant, pour assurer une transition plus souple vers la CSRD, lorsqu'on voit tous ces éléments, tous ces critères et tous les éléments sous-jacents à ces sous-thèmes, finalement, les contrôleurs, ils ont décidé de laisser certains critères optionnels pour qu'en fait, lors des premières années de rédaction de ce rapport CSRD, en fait, les entreprises n'aient pas, en fait, elles soient exemptées de communiquer sur ces critères-là. Et dans cette même démarche d'assouplissement de la norme, en fait, il va y avoir un seuil de 750 salariés qu'il faudra dépasser pour communiquer sur certains sujets. Donc, si l'entreprise a moins de 750 salariés, il y aura certains critères que vous voyez à l'écran qui seront en fait, pour lesquels vous serez exempté de communiquer. Je vous propose maintenant de faire un petit focus sur la première norme ESRS E1 sur le changement climatique pour voir un petit peu quel genre d'éléments vous serez amené à intégrer au sein du rapport CSRD. Et si vous êtes intéressé par d'autres ESRS, je vous inviterai à aller voir les annexes du support. Donc, au niveau de cette norme ESRS E1, eh bien, finalement, l'EFRAG a communiqué ce qu'on appelle une liste de data points. Donc, c'est une liste d'éléments narratifs, d'éléments qualitatifs, mais également aussi d'éléments quantitatifs, avec certaines métriques qui sont listées. Et si on en reprend quelques-unes qui sont données à l'écran, il faudra par exemple communiquer sur l'ensemble des ressources financières qui sont dédiées à la stratégie de réduction des gaz à effet de serre au sein de l'entreprise, les objectifs qui y sont afférents et la réduction effective de gaz à effet de serre qui a été réalisée jusqu'ici. Il faudra également communiquer sur sa consommation en énergie et sur le type d'énergie qu'utilise au jour le jour l'entreprise. Maintenant, au niveau des éléments qualitatifs, on peut en citer quelques-uns, notamment le plan de transition face au changement climatique qu'il faudra détailler et présenter au sein du rapport. Mais également, il faudra énoncer tous les leviers de décarbonisation qui ont été identifiés par l'entreprise et toutes les actions clés qui ont été mises en place pour jouer sur ces leviers. On aura finalement des politiques de gestion des risques et des opportunités, comme ce que je disais auparavant, sur finalement la gestion des éléments liés au climat qui ont été mis en place par l'entreprise. Alors, si vous voulez avoir une liste exhaustive de tous les éléments, vous pouvez aller voir la liste des data points qui ont été publiés, qui a été publiée par les FRAG et qui est disponible sur Internet. Je vais maintenant passer à la transposition en droit national de cette directive européenne CSRD. Et en fait, cette transposition en droit national, elle donne de nouveaux éléments, elle précise de nouveaux éléments pour les entreprises françaises. Alors, elle s'est effectuée en deux temps. D'abord, via une ordonnance qui va en fait énoncer le délai d'application progressif en fonction du type et de la taille des entreprises françaises. Elle va également donner une structure autour de la certification des OTI et des sanctions qui vont être afférentes
lors des contrôles par les ETI. Donc, les ETI, ils vont être certifiés par le COFRA qui est supervisé par la Haute Autorité de l'audit, avec une feuille de route très précise qui va être précisée par décret. Et je peux vous citer par exemple un exemple de sanction. La France, par exemple, elle prévoit une amende de 75 000 euros et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement toutes les personnes qui entraveraient les vérifications et les contrôles des auditeurs sur le rapport CSRD. Maintenant, il y a également un aspect d'harmonisation des exigences RSE sur l'ensemble des lois françaises qui existaient, avec par exemple des définitions standardisées pour les différentes catégories d'entreprises et des procédures d'injonction qui ont été renforcées pour pouvoir finalement speeder un petit peu la mise en place de cette directive CSRD. Maintenant, un deuxième niveau de transposition, il a été effectué par décret, et ce décret est très intéressant, puisque dans le décret, vous allez retrouver les seuils chiffrés qui permettent de définir la taille d'une entreprise, et donc par là, la chronologie d'application de la directive CSRD sur cette dernière. Il y a également des informations précisées sur le contenu qui sera divulgué en fonction des entités, et notamment certaines dérogations qui sont données, notamment pour les petites et moyennes entreprises cotées. Il y a également tout le cadre juridique législatif autour de l'activité des OTI qui a été encore plus précisé par ce décret, avec la supervision par la Haute Autorité d'audit, mais également une précision de tous les rôles, les responsabilités et le statut d'OTI dans ce cadre de vérification d'informations extra-financières. Alors maintenant, on va passer à un tableau récapitulatif de toutes les entreprises qui vont être assujetties à cette directive CSRD. Et je vous propose de commencer par la ligne la plus au-dessus, c'est-à-dire les plus grandes entreprises, donc celles qui étaient assujetties à la DPEF ou qui sont une entreprise d'intérêt public, donc c'est-à-dire qui étaient soumises à la DPEF et qui sont cotées. Donc ces entreprises-là, elles devront publier dès 2025 sur l'année fiscale 2024 un rapport CSRD. Maintenant, si vous êtes une constituante cotée d'un grand groupe et lorsque vous êtes une EIP cotée, en fait, vous allez devoir également publier en 2025 au titre de l'exercice 2024. Maintenant, si vous êtes une filiale d'un grand groupe, lorsque vous regardez à droite de la slide, donc un grand groupe, il est défini par étant supérieur à au moins deux des trois seuils suivants, donc 250 salariés, 48 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 24 millions d'euros de bilan. Eh bien, si vous êtes une filiale d'un grand groupe, mais que vous êtes une filiale non cotée, eh bien, vous serez exempté de rédaction du rapport CSRD. Ce sera le groupe qui devra consolider et publier les informations en matière de publication extra-financière. Alors maintenant, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est en fait l'extension à de nouvelles grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on va baisser le seuil que vous voyez au niveau des DPEF, notamment au niveau du nombre de salariés. Maintenant, si vous êtes une grande entreprise, c'est-à-dire que vous êtes supérieur à au moins deux des trois seuils suivants, 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan, eh bien, vous devriez publier en 2026 un rapport CSRD au titre de l'exercice fiscal 2025. Et donc, c'est comme ça qu'on va passer à environ 50 000 entreprises européennes concernées pour une remise de rapport en 2026. Maintenant, les petites et moyennes entreprises cotées devront, quant à elles, publier en 2027 au titre de l'exercice 2026. Mais attention, elles pourront avoir une dérogation sous réserve de justification et donc elles pourront publier avec dérogation en 2029. Alors, à savoir que les micro-entreprises cotées ne publieront pas de rapport CSRD. J'espère que j'ai été clair sur cette décomposition. On vous a mis en slide suivante une précision avec les textes réglementaires de tous les codes afférents au type d'entreprise, donc code de commerce, code monétaire, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, avec toutes les entreprises qui sont incluses. Et également, il y a certaines exclusions sur l'exercice fiscal 2024 qui sont importantes à rappeler au niveau des groupes d'assurance mutuelle,
des unions mutualistes de groupe et des groupes de protection sociale qui seront exclus sur l'exercice fiscal 2024. Donc, elles ne devront pas publier en 2025, mais elles devront publier en 2026 au titre de l'exercice 2025. Alors, à savoir que les captifs d'assurance et de réassurance ont le même traitement que les PME cotées, c'est-à-dire qu'elles devront publier en 2027 au titre de l'exercice 2026. Je vais laisser la main à Ilan qui va vous présenter maintenant les bonnes pratiques lorsqu'on parle de CSRD et de mise en conformité à cette directive CSRD. Merci François. Donc, je vais effectivement prendre la main et vous présenter notre vision des bonnes pratiques pour la CSRD. Donc, on a vu que la CSRD est une directive assez lourde en termes de déploiement. C'est pour cette raison qu'on a retenu 4 actions clés. La première, c'est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation est essentielle dans la CSRD. Des informations sont mises à disposition par les gestionnaires d'actifs ou via les logiciels financiers. On peut notamment prendre l'exemple de Bloomberg, qui a publié une liste d'indicateurs récemment. Cette liste d'indicateurs permet d'estimer le niveau de l'entreprise sur plusieurs thématiques. Donc l'environnement, le social, la controverse, par exemple. Le second point, c'est se documenter. Plusieurs guides ont été publiés ces derniers mois. Parmi eux, les lignes directrices des ESRS par l'EFRAG, les listes de données de l'EFRAG, les guides de l'ANC ou plus récemment de l'AMF. La liste de données publiée par l'EFRAG est très intéressante parce qu'elle liste de façon très synthétique l'ensemble des données qu'un organisme doit fournir pour répondre aux ESRS. Cette première publication, c'est un brouillon pour le moment, mais une version finale devrait être publiée dans les mois à venir. Donc, bien prendre en considération tous ces éléments peut être un vrai coup de pouce dans la rédaction du rapport. Troisième action que l'on a notée, c'est se faire certifier. Comme l'a dit François, la certification du rapport est maintenant obligatoire. Il est nécessaire de se mettre en relation avec des acteurs accrédités certifiants. L'objectif du certificateur est de valider de manière indépendante le rapport. Dernière action retenue, c'est le suivi des exigences. Le suivi de ses propres exigences RSE est réalisable à partir d'un site qu'on a surligné à droite de la slide en vert. Ce site permet de déterminer en fonction des caractéristiques de votre entreprise ce à quoi vous êtes assujetti. Pour l'instant, le site n'est pas à jour de la CSRD, mais bien à jour de toutes les autres exigences en cours. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est par où commencer? L'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, a récemment publié un article présentant la CSRD. Dans cet article, il y avait un passage sur l'ordre de priorisation pour déployer la directive. On a décidé de vous présenter ce point juste ici. Donc première étape, l'analyse de double matérialité. L'analyse de double matérialité est considérée comme la base du rapport. Pourquoi? Pour savoir sur quels ESRS l'organisme doit se concentrer. L'analyse se découpe en 3 étapes. Donc François en a un petit peu parlé juste avant, c'était l'analyse interne à l'organisme, l'engagement des parties prenantes et la consolidation de la matrice qu'on appelle matrice de double matérialité. Seconde étape, l'analyse d'écart. On préconise une analyse d'écart entre ce qui est déjà publié par l'entreprise et les ESRS ciblés par l'analyse de double matérialité. Donc il y a plusieurs reportings qui existent déjà pour plusieurs organismes. On peut donc déterminer ce qui peut déjà être recyclé et réutilisé pour la CSRD et ce qui doit être ajouté. Donc ces 2 premières étapes nous conduisent à la définition des priorités et à l'établissement d'une feuille de route. Dernier point, c'est la bonne prise en compte d'autres points d'attention. On peut prendre l'exemple de la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, c'est un élément important puisqu'il est souvent cité dans les ESRS. Il faut bien pouvoir déterminer ce à quoi elle correspond pour sa propre entreprise. Comment collecter les données? Donc pour un organisme d'assurance, ça peut comprendre les outils de gestion, les moyens de commercialisation ou les partenaires tels que les courtiers. Donc on a bien fait le tour de la CSRD et maintenant on va explorer les actualités à venir. Premier sujet d'actualité, c'est la durabilité au sein de Solvabilité 2. Donc première grande nouveauté, c'est les QRT. Parmi les nouveaux QRT publiés cette année, il y en a 2 qui sont associés à la durabilité. Donc je vais vous les présenter. Le premier, c'est le QRT S0604. Donc il concerne les actifs.
L'objectif, c'est de renseigner la proportion des valeurs de marché exposées au risque de transition. Donc, et parallèlement, la même chose pour le risque physique. Donc, pour rappel, le risque de transition, c'est le risque de perte des valeurs des investissements dû à un événement ou un phénomène ESG. On doit quantifier les actifs concernés par ce risque. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. Donc, la première, c'est se baser sur les notations financières relatives au risque ESG. La seconde, ça serait se baser sur les codes NAS associés aux émetteurs des titres, puis distinguer les secteurs d'activité à risque ou non du risque de transition. Pour le risque physique, on va plutôt se baser sur la localisation des biens immobiliers. Donc maintenant, l'adresse des biens immobiliers est à renseigner dans les QRT. Donc dans le QRT S0602 qui concerne également les actifs. L'idée pour le risque physique, c'est de regarder si la zone géographique est assujettie à un risque spécifique. Donc quand on parle de risque spécifique, ça peut être par exemple une inondation ou un séisme. Le second QRT, c'est le S1402. Celui-ci concerne les activités non vie. L'objectif, c'est de donner pour chaque branche d'activité sous-catégorie de produits la proportion de primes couvrant les risques liés au climat. Ça ne concerne pas toutes les catégories de produits, mais seulement l'assurance incendie et dommages aux biens, donc tout ce qui est CatNat, l'assurance assistance pour les voyages, les pertes pécuniaires diverses et les pertes financières diverses. Pour chacune de ces branches et sur une ligne distincte pour ces catégories de produits, on doit préciser la part de péril qui est liée au climat. Donc quand on parle de part de péril liée au climat, on parle de péril du type inondation ou vague de chaleur. On demande une seconde chose dans ce QRT, c'est si la conception intègre des mesures de prévention. Donc ça peut être par exemple des incitations financières du type réduction de primes ou franchise. Ça peut être aussi des conseils d'experts personnalisés fournis par l'assureur pour atténuer les risques. Enfin, plusieurs informations statistiques sont également demandées par ligne d'activité et catégorie de produits, comme le nombre de contrats souscrits, le montant de primes émises en direct ou émises par des distributeurs. Voilà, il y a plein de choses dans ce type. C'est important de bien prendre en connaissance ces QRT dès à présent pour pouvoir anticiper leur remplissage. Et on va passer à la seconde actualité S2. Donc celle-ci, elle va arriver un peu plus tard. C'est le traitement des risques de durabilité dans la formule standard. Donc trois sujets ont été étudiés par l'EIOPA. Donc le premier, c'est le lien entre le risque de marché et le risque de transition. Le second, le lien entre le risque de souscription non-vie et les mesures de prévention liées au climat. Et le dernier, c'est l'impact des risques sociaux. Donc pour les deux derniers points que je viens de vous citer, l'EIOPA n'a pas encore donné de conclusions pertinentes au sein de ses travaux. Par contre, pour le premier point, des possibilités de pénalisation ont été présentées. Donc il y a bien sûr la possibilité de faire un statu quo par rapport à la formule standard actuelle, mais il y a également une alternative qui serait d'appliquer un choc spécifique aux actifs ayant des émetteurs liés aux fossiles. Donc pour les actions fossiles, on pourrait soit les considérer comme des actions non cotées, soit leur introduire une exigence de capital supplémentaire de max 17%. Pour les obligations fossiles, cette fois-ci, on pourrait soit diminuer leur notation, soit leur introduire une exigence de capital supplémentaire, cette fois de fois 1,4 maximum. Typiquement, on retrouve ce type d'analyse dans l'ARSA, et plus particulièrement dans l'analyse du BGNS. Donc, dernier sujet d'actualité dont je vais vous parler tout de suite, ça sera la CS3D. Donc la CS3D, c'est une autre directive qui a beaucoup fait parler ces derniers temps. Elle date à l'origine de 2017. Qu'est-ce que c'est que la CS3D? C'est grosso modo un devoir de vigilance où une entreprise publie les mesures prises pour les impacts négatifs d'une activité. Donc si je donne un exemple, ça serait pour une entreprise textile, par exemple, ça serait de s'assurer qu'il n'y ait pas de conditions de travail dangereuses. Pour une entreprise minière, on pourrait dire que c'est qu'il n'y a pas de destruction de sites naturels. Donc en décembre dernier, il y a eu un accord provisoire entre les grandes instances européennes où plusieurs grandes thématiques ont été discutées. Donc les grandes lignes de la directive ont été fixées. La chose la plus importante qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le champ d'application de la directive.
Alors, les grandes entreprises assujetties ont été ciblées selon leur nombre de salariés et leur chiffre d'affaires. Mais pour l'instant, les services financiers ont été exclus du champ d'application. Donc, pas de CS3D pour les assureurs. Il faut tout de même suivre l'évolution de cette directive, puisqu'on peut s'attendre dans les années à venir à une réinclusion du secteur financier. Voilà pour les activités à venir, les actualités à venir. Je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser Patrick conclure. Merci, Ilan. Donc, du coup, ce qu'on a vu dans le webinaire de ce matin, c'est qu'au niveau des reportings auxquels les organismes d'assurance étaient concernés, ils avaient été croissants au cours de ces dernières années, donc les organismes d'assurance vie qui étaient assujettis à certains reportings, article 29 et SFDR, et que la directive CSRD allait toucher de manière croissante les différents organismes d'assurance, avec notamment une date importante dans le public touché, l'année fiscale 2025 pour une remise 2026, on voit le critère qui augmente de manière significative. En plus donc de ce rapport CSRD qui, comme l'a dit François, va être alimenté notamment sur la base des grilles ESRS qui ont été communiquées et qui donnent des informations quantitatives et qualitatives. En parallèle, il y a d'autres reporting qui demandent des indicateurs liés à ces enjeux, avec, comme l'a dit Ilan, les QRT qui demandent de s'intéresser aux risques de transition et aux risques physiques, mais aussi aux risques liés à l'activité de couverture des risques climatiques. Donc, ces informations, c'est important de se préparer à les communiquer le plus rapidement possible. Ce qui est aussi important en termes de bonnes pratiques pour bien, on va dire, réaliser l'ensemble de ces travaux, c'est de nommer un peu un coordinateur du projet lié à la durabilité au sein des organismes, un peu à la manière d'un DPO pour la RGPD, il faut aussi un responsable dans la gouvernance qui va être le chef d'orchestre de ces sujets. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on reste disponible pour échanger sur ces questions, sur ces sujets, et même sur les sources d'informations quand on se pose des questions sur comment alimenter les rapports. Le support qu'on vous a présenté, il vous sera transmis. Le replay du webinaire sera également disponible. Et on va prendre les quelques minutes qui vont suivre pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention de ce matin et on va prendre maintenant connaissance des questions. Alors, pour la question sur le support, en effet, il vous sera envoyé. Au niveau des seuils et des PME, je laisse François prendre la main pour répondre à la question. Alors, au niveau des seuils, est-ce que ces seuils sont divulgués? Donc là, on parle bien des seuils d'exemption au niveau des critères des ESRS, donc pour les sous-thèmes des ESRS thématiques. Alors, ces seuils, ils ont été communiqués via la communication de l'EFRAG, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau des data points. Si vous cherchez les data points ESRS de l'EFRAG, en fait, vous allez avoir sous format Excel la liste des critères qui va être énoncée. Et pour certains critères, il y aura des petites astérisques qui vont vous dire, bah, en fait, ce seuil-là, pour par exemple les 3 premières années de publication, eh bien, les entreprises qui ne dépassent pas 750 salariés, c'est ce seuil qui revient généralement assez souvent, eh bien, l'entreprise n'est pas obligée de communiquer sur ces critères-là. Donc, j'espère que j'ai été clair. Au niveau maintenant des PME non cotées, alors c'est ce qu'on rappelait dans le tableau. Au niveau des PME non cotées, elles ne seront pas assujetties à ce rapport CSRD, dans tous les cas pour le moment. Alors, à voir comment ça évolue au niveau de la législation. Mais pour l'instant, les PME non cotées ne seront pas assujetties à la directive CSRD. Les mutuelles ne devaient pas établir le rapport en 2025 au titre de 2024. Alors, si la mutuelle était déjà assujettie à la DPEF, c'est-à-dire si elle a déjà rédigé une déclaration de performance extra-financière
au sens législatif du terme, alors elle devra publier en 2025 au titre de l'exercice 2024. Par contre, si elle rentre dans le scope des nouvelles grandes entreprises, c'est-à-dire plus de 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de taille de bilan, eh bien, dans ce cas-là, elle devra publier en 2026 au titre de l'exercice 2025. Au niveau de la question sur le rapport actuariel et l'inclusion du paragraphe sur le risque de durabilité, donc un peu comme ce qui a été évoqué durant la présentation, ça va plutôt se matérialiser dans les thématiques de souscription et de construction des produits, où on va essayer de faire le rapprochement avec ce qui est fait au sein de l'organisme et les éléments qui sont couverts en termes de risque. Et par exemple, pour faire le lien avec une autre question, dans les QRT, donc les QRT dont on a parlé, c'est ceux qui sont à remettre dès cette année pour la remise au 31/12/2023, donc qui sont à remettre pour l'exercice annuel avant le 8 avril. On demande des informations statistiques par branche d'activité sur les montants de primes couvertes par branche d'activité et sous-catégorie de produits. Bah, typiquement, ces éléments-là, ils peuvent être réintégrés dans le cadre du rapport actuariel. Il y avait une question Oui. sur les parties prenantes. Je laisse la main à Ilan pour y répondre. Oui, alors la question c'était quelles peuvent être les parties prenantes externes concernées par la matérialité d'impact. Donc globalement, c'est tous les parties qui interviennent dans la chaîne de production de l'organisme. Donc si on prend l'exemple d'une entreprise textile, ça pourrait être par exemple un producteur de matières premières. Pour un assureur, ça sera l'ensemble des courtiers et des gestionnaires de données. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Pour la question sur, entre guillemets, comment éviter les accusations de greenwashing, alors, comme l'a dit François, une des nouveautés du rapport CSRD, qui n'était pas effectuée avec les précédents reporting, c'est qu'on a un audit par un organisme tiers indépendant bah, qui va être un peu le garant des informations qui sont communiquées dans ce rapport. Donc, c'est un peu à travers cette certification on va démontrer que ce n'est pas juste des actions de greenwashing qui sont effectuées. Et notamment, François a rappelé l'amende qui existait en France si jamais il y avait un devoir de restriction d'information par rapport à l'organisme tiers indépendant qui doit certifier le rapport. Pour le délai de remise du rapport CSRD et l'intégration au rapport de gestion, je laisse la main à François pour y répondre. Oui, alors effectivement, donc le délai officiel, c'est donc remis sous 6 mois à compter de la clôture. Dans les faits, ce sera un peu différent, notamment au niveau de la première publication, dans le sens où les plus grosses entreprises, elles auront un délai élargi sur la première publication en 2025. C'est-à-dire que ça sera uniquement sur une partie de l'exercice fiscal 2024 et elles auront un délai spécifique pour l'année d'exercice 2025. Alors, à savoir que le fait d'avoir une validation par maintenant les OTI, ça peut effectivement remettre en cause ce délai de remise de 6 mois à compter de la clôture, tout en sachant qu'effectivement, il y a dans le texte une mention d'un délai raisonnable de 12 mois qui est mentionné. Euh, ce qu'on recommande de faire, c'est vraiment de suivre les guides qui vont être publiés, notamment des guides publiés par les FRAG qui sont en projet. Et il y a aussi le guide de l'autorité des normes comptables qui a été publié récemment, je crois le mois dernier, voilà, qui donne des éléments pratiques pour la mise en conformité sur ces éléments-là. À savoir que l'AMF également a publié le 7 février dernier une sorte de synthèse qui récapitule toutes les entreprises assujetties et voilà l'ensemble du process à mettre en œuvre
pour se mettre en conformité vis-à-vis de cette directive CSRD. Donc, voilà, je vous invite à aller les consulter si si ça vous intéresse. On vous remercie tous et toutes pour votre participation à ce webinaire. Vous étiez plus d'une centaine de participants durant ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre attention. On va vous envoyer le support début de semaine prochaine. Le replay sera disponible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.